Le froid de décembre s'infiltrait dans mes articulations douloureuses. À 78 ans, ces matins glacés devenaient de plus en plus difficiles à supporter. Dans le silence de ma chambre, l'absence de Marguerite pesait comme une chape de plomb. 2 ans et demi qu'elle m'avait quitté, emportée par cette maladie qui l'avait rongée pendant des mois. Elle qui savait toujours quand j'avais mal, qui m'apportait une tisane au thym avec du miel sans que j'aie besoin de dire quoi que ce soit. La vieille pendule du salon égrenait les secondes dans cette maison d'Annecy que nous avions achetée 47 ans plus tôt. C'était ici que Sylvie avait grandi, notre fille unique. Chaque recoin gardait l'empreinte de notre vie commune. Les murs témoignaient de nos joies et de nos peines. Ma routine matinale restait immuable. Café noir, tartines beurrées, médicaments pour la tension. Le médecin insistait sur leur importance, mais à mon âge, on ne répare plus grand-chose. Par la fenêtre, j'observais le jardin soigneusement entretenu. Le vieux cerisier que Marguerite et moi avions planté lors de notre première année de mariage avait perdu ses dernières feuilles. Le petit Lucas, le fils des voisins, m'avait aidé à ramasser les feuilles mortes contre 15 € et une tarte aux pommes préparée selon la recette de Marguerite. La cuisine était devenue mon refuge depuis son départ. Moi qui n'avais jamais touché une casserole du vivant de ma femme, j'apprenais maintenant à maîtriser ses recettes, comme autant de petites victoires contre la solitude. Mon regard s'attarda sur la photo de Sylvie posée sur le buffet. Elle devait avoir 6 ans sur ce cliché, souriante avec ses dents de lait manquantes. À cette époque, elle adorait que je lui raconte les aventures de la princesse Sylvette, un personnage que j'avais créé rien que pour elle. Où était passée cette petite fille? Notre dernière rencontre remontait à son anniversaire, 6 mois auparavant. Philippe, son mari, m'avait à peine salué. Mes petits-enfants, Chloé et Maxime, étaient restés rivés à leurs écrans toute la soirée. Sylvie avait été polie mais distante, accomplissant son devoir filial sans chaleur. La soirée s'était mal terminée et j'étais parti plus tôt que prévu. Après le décès de Marguerite, tout avait basculé. La maison familiale de Chambéry, héritée de ses parents, avait dû être vendue. Impossible de garder 2 propriétés avec les charges et les impôts. Cette demeure, Marguerite la destinait à Sylvie. Mais après son mariage avec Philippe, il s'était installé dans une villa moderne à Annecy. La vente avait rapporté 380 000 €. Cette somme dormait sur un compte. Je vivais de ma retraite et de mes économies, touchant à peine à cet argent. Je savais que Sylvie et surtout Philippe comptaient dessus. Philippe travaillait dans les assurances, mais les affaires tournaient mal ces derniers temps. Crédit immobilier conséquent, école privée pour les enfants. Sylvie avait laissé entendre à plusieurs reprises leurs difficultés financières, mais j'avais fait mine de ne pas comprendre. La sonnerie du téléphone me tira de mes pensées. C'était Sylvie, fait rare car habituellement, c'était moi qui appelais. « Papa, comment vas-tu » Sa voix était inhabituellement chaleureuse. « Doucement. Les genoux me font souffrir, mais c'est l'âge. Écoute, j'ai une proposition. Le réveillon approche. Nous organisons un grand dîner avec des amis et les collègues de Philippe. Tu devrais venir. Les enfants seraient contents. » L'invitation me surprit. Depuis la mort de Marguerite, je passais les fêtes seul. L'année précédente, j'avais commandé un repas au traiteur et l'avais mangé devant la télévision. J'accepte avec plaisir. Merci de penser à moi. Parfait. Viens vers 16 h le 31. Le dîner sera vers 20 h. Après avoir raccroché, je restais songeur. Cette invitation inattendue ravivait un espoir. Peut-être Sylvie souhaitait-elle renouer les liens. Nous nous étions éloignés ces dernières années. Après la disparition de Marguerite, je m'étais replié sur moi-même et Sylvie semblait toujours occupée ailleurs. Je me souvenais de la petite Sylvie courant vers moi quand je rentrais du travail, de nos constructions de cabanes dans le jardin, des leçons de vélo. Tout avait changé quand elle était partie étudier à Paris. Marguerite tombait malade pour la première fois et Sylvie semblait fuir cette réalité. Puis Philippe était entré dans sa vie, le mariage, les enfants, et nos rencontres s'étaient espacées. Cette perspective de réconciliation réchauffait mon cœur. Je décidai de me préparer convenablement. Nouveaux vêtements, cadeaux pour les petits-enfants, passage chez le coiffeur. Le vieux Maurice tenait toujours son salon rue de la République. Le lendemain, direction le centre commercial. L'expédition m'épuisa mais j'étais déterminé. Pour Chloé, 15 ans,
je choisis un bracelet en argent orné d'une plume. Sylvie avait mentionné sa passion pour la lecture. Pour Maxime, 13 ans, une maquette d'avion, comme celle que nous assemblions quand il était plus jeune. Au rayon homme, je sélectionnai un pull bordeaux et un pantalon anthracite. La vendeuse, une dame de mon âge, m'assura que les couleurs m'allaient parfaitement. De retour chez moi, j'emballai soigneusement les cadeaux. Mes doigts arthritiques rendaient la tâche ardue mais le résultat était satisfaisant. La semaine précédant, le réveillon s'écoula avec une lenteur exaspérante. Je peaufinai ma recette de bûche au marron, spécialité de Marguerite que tout le monde adorait. La veille du réveillon, l'insomnie me gagna. Je m'imaginais l'accueil chaleureux de Sylvie, les sourires des petits-enfants, peut-être même une poignée de mains sincères de Philippe. Je rêvais de conversations détendues, d'anecdotes partagées, de parties de cartes après le repas. Au matin, levé aux aurores, je pris soin de ma toilette. La préparation de la bûche monopolisa toute mon attention. L'odeur de marron grillé et de vanille emplissait la maison, ravivant les souvenirs heureux. Après avoir emballé le dessert refroidi, je chargeai les cadeaux dans ma vieille Peugeot et pris la route. La maison de Sylvie se trouvait dans un quartier résidentiel cossu d'Annecy. Une villa imposante avec double garage et jardin paysager. Trop grande pour 4 personnes selon moi, mais il tenait aux apparences. En route, j'écoutais Georges Brassens à la radio, fredonnant avec lui. Mon humeur était au beau fixe. Après des mois de solitude, l'anticipation de cette soirée me galvanisait. Garé devant la villa, je rassemblai mon courage. Chargé de la bûche et des cadeaux, je sonnai. Sylvie ouvrit immédiatement, vêtue d'une robe bleu nuit élégante. Ses cheveux étaient relevés en chignon sophistiqué, mais son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Papa, te voilà. Entre, tout le monde se prépare. » Elle ne proposa pas de m'aider avec mes paquets. Dans l'entrée, je remarquai les changements. Nouveau mobilier design, tableau abstrait remplaçant les photos de famille. Vous avez refait la décoration. Philippe voulait quelque chose de plus moderne, en accord avec sa promotion. Dans le salon, plusieurs invités étaient déjà présents. Philippe, verre de whisky à la main, discutait avec un homme en costume. En me voyant, il hocha simplement la tête. « Marcel, content que tu aies pu venir. » Pas d'accolade, pas de poignée de main. Juste ce hochement condescendant. « Bonsoir Philippe. Félicitations pour ta promotion. » Il parut surpris de ma sincérité. Il me présenta à son collègue Bertrand, qui me salua poliment avant de reprendre leur conversation. Je me retrouvai seul au milieu de la pièce. Le salon aussi avait changé. Canapé en cuir, table basse en verre, lustre moderne. Tout criait l'argent et le statut social. Une jeune femme s'approcha. « Monsieur Dumont, je suis Caroline, l'amie de lycée de Sylvie. » Nous échangeâmes quelques banalités, mais je sentais qu'elle me parlait par pitié. Je décidai de chercher mes petits-enfants. Je montai à l'étage et entendis des voix provenant de la chambre de Chloé. « Pourquoi maman l'a invitée ?» grogna Maxime. « Aucune idée. Papa dit qu'il faut maintenir les liens familiaux, surtout maintenant. »« Maintenant qu'ils veulent lui demander du fric ?» ricana Maxime. Ils rirent ensemble. Mon sang se glaça. Mes propres petits-enfants me considéraient comme un fardeau. Et cette histoire d'argent? L'invitation n'était-elle qu'un prétexte? Je toussai pour signaler ma présence. Ils sursautèrent. « Grand-père, on ne t'avait pas entendu. Je vous ai apporté quelque chose. » Ils prirent les cadeaux avec des sourires polis mais sans enthousiasme. « Merci papy » marmonna Maxime sans même regarder. Je redescendis, le cœur lourd. Dans le salon, Philippe annonça l'apéritif. Il me tendit un whisky. « Je sais que tu préfères ça. » Je ne me souvenais pas le lui avoir dit. Le whisky était médiocre mais je bus une gorgée par politesse. Philippe leva son verre. Au réveillon, à la famille et aux amis réunis. Puis, me regardant, et merci à mon beau-père d'être venu. À son âge, tout déplacement est un exploit. Quelques invités sourirent poliment. Je rougis d'humiliation. Philippe parlait de moi comme d'un vieillard sénile. Le dîner fut annoncé. On me plaça au bout de la table, près d'une dame âgée, la tante de quelqu'un. Apparemment, on m'avait trouvé une compagnie de mon âge. La table était magnifique mais sans âme.
Le chapon parfait venait manifestement d'un traiteur. Les photos sur la cheminée montraient Philippe et Sylvie dans des réceptions, les enfants en uniforme, la famille à la mer. Aucune photo de Marguerite ou moi. Philippe proposa que chacun exprime sa gratitude. Il remercia pour sa promotion, sa famille merveilleuse. Sylvie pour la stabilité et la prospérité. Pas un mot sur moi. Quand vint mon tour, ma voix tremblota. Je suis reconnaissant pour cette invitation, pour voir mes petits-enfants grandir, et pour le souvenir de Marguerite qui reste présent. Sylvie détourna le regard. Philippe grimaça. Ma défunte épouse n'était pas bienvenue dans cette maison. Le dîner continua. Politique, cinéma, projet de vacances. Personne ne m'adressait la parole. Les enfants textaient sous la table. Philippe évoqua ses projets, nous pensons agrandir la maison. Ajouter une aile, peut-être une piscine. Ça doit coûter cher, commenta Bertrand. Philippe me jeta un regard appuyé, nous avons des perspectives d'investissement qui devraient bientôt porter leurs fruits. Il parlait de mon argent. Un morceau de chapon resta coincé dans ma gorge. Sylvie changea rapidement de sujet, Maxime a gagné un concours d'économie à l'école. Maxime raconta mollement son projet. J'essayais de m'intéresser mais il répondait par monosyllabes. Après le dîner, je proposai d'aider. Sylvie refusa. Je restai à table, de plus en plus mal à l'aise. Philippe et ses collègues discutaient affaires. Les femmes parlaient soldes. Les enfants demandèrent à sortir de table et disparurent. Le dessert arriva. Pas ma bûche, mais une pièce montée sophistiquée. Ma bûche était restée en cuisine, oubliée comme moi. Je les observais rire et discuter comme si je n'existais pas. Les regards complices entre Philippe et Sylvie, les chuchotements, la condescendance, tout confirmait mes soupçons. « Vous suivez la bourse, Marcel » demanda soudain un collègue de Philippe. « Pas vraiment. À mon âge, les marchés financiers sont trop imprévisibles. »« Exactement ce que je disais » s'exclama Philippe. « Les personnes âgées ne comprennent rien à l'économie moderne. Aucun sens du risque. Ils gardent leur argent sur des comptes qui ne rapportent rien et s'étonnent que leurs économies fondent. » Plusieurs invités acquiescèrent. Sylvie me lança un regard mi-irrité, mi-embarrassé. « Je n'ai pas besoin de risquer mes économies. Mais vous pourriez les faire fructifier. Pensez à l'héritage de vos petits-enfants. Voilà. L'argent est sa destination future. Je préfère gérer mes finances moi-même. » Bien sûr, ricana Philippe. Mais à votre âge, les décisions rationnelles deviennent difficiles. Les capacités cognitives déclinent après 65 ans. Même pour Philippe, c'était grossier. Certains invités s'agitèrent, gênés. « Philippe » murmura Sylvie. Mais il continua, « Marcel utilise encore un téléphone à touche. Il refuse d'apprendre le smartphone. J'ai un smartphone. Je préfère simplement ne pas m'en servir inutilement. » Typique résistance au progrès. Et après, ils se plaignent que les jeunes ne les comprennent pas. Un invité pouffa, déclenchant un rire général. « Savez-vous que mon beau-père lit encore le journal papier ? Il attend le facteur pour avoir les nouvelles de la veille. » Les rires redoublèrent. Chloé souriait, Maxime ricanait. « Il cuisine aussi à l'ancienne » ajouta Sylvie. « Pas d'appareil moderne, tout à la main. » On a vu le résultat, railla Philippe en désignant la cuisine où ma bûche était abandonnée. Nouveau fou rire. J'étais assis là, les joues brûlantes. Pas de honte d'être traditionnel, mais d'être ridiculisé publiquement par ma famille. Et ces histoires répétitives, continua Philippe, imitant une voix chevrotante. De mon temps, on marchait dans la neige pour aller à l'école. Je n'avais jamais dit ça, mais peu importait. Et ces conseils permanents, renchérit Maxime. Il faut respecter les anciens. Je regardais mon petit-fils avec douleur. À 13 ans, il avait déjà appris le mépris. Le plus drôle, reprit Philippe, légèrement ivre, c'est qu'il croit encore comprendre le monde moderne. L'autre jour, il a voulu m'expliquer les assurances. À moi qui ai 20 ans de métier. Je me souvenais de cette conversation. Philippe s'était trompé dans ses calculs et je l'avais corrigé. Il l'avait admis à contre-cœur. Maintenant, c'était devenu une blague sur mon incompétence. Ça suffit, dis-je doucement. Personne ne m'entendit. Le plus triste, continua Philippe,
c'est qu'il est assis sur une fortune et ne sait pas quoi en faire. 380 000 € qui dorment pendant qu'on galère. Silence soudain. Même Philippe sembla réaliser qu'il était allé trop loin. Les invités détournèrent le regard, gênés. Je posai lentement ma serviette sur la table. Tout était clair. L'invitation, la fausse gentillesse, ce spectacle humiliant. Tout pour l'argent. Marcel, Philippe plaisantait, tenta Sylvie. Non, il était parfaitement sérieux. Je me levai. Tous les regards convergèrent vers moi. Je croyais que cette invitation était sincère. Que ma fille voulait renouer les liens. Mais je comprends maintenant que vous ne voyez en moi qu'un coffre-fort ambulant. Papa, ce n'est pas vrai, protesta Sylvie. Vraiment? Alors pourquoi Philippe parle-t-il de mon argent comme s'il lui appartenait déjà? Philippe se redressa, irrité. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que dès demain, j'appelle mon conseiller financier pour placer tout mon argent dans un fonds bloqué auquel moi seul aurai accès. Philippe pâlit. Sylvie ouvrit la bouche, stupéfaite. Vous ne pouvez pas, balbutia Philippe. Si, je peux. C'est mon argent. Marcel, soyons raisonnables, intervint un collègue de Philippe. Je suis parfaitement raisonnable. Cette soirée m'a ouvert les yeux. Je me dirigeai vers la sortie. Dans l'entrée, je pris mon manteau. Sylvie me rattrapa, paniquée. Papa, ne pars pas comme ça. Philippe a trop bu, il ne pensait pas ce qu'il disait. Si, il le pensait. Et vous aussi. Cette famille ne voit en moi qu'une source d'argent, pas un être humain. On est ta famille. On t'aime. L'amour se montre par les actes. Les vôtres ne montrent que cupidité. Philippe apparut, rouge de colère. Vous ne pouvez pas nous déshériter. C'était l'argent de Marguerite, destiné à Sylvie. Marguerite voulait que cet argent serve au bonheur familial. Vous n'êtes pas une famille, vous êtes des vautours. Vous le regretterez. On peut contester votre décision, prouver votre sénilité. Essayez. J'expliquerai au juge cette soirée comment mon gendre s'est moqué de ma prétendue incompétence avant de réclamer ouvertement mon argent. Philippe blêmit. Les invités s'étaient rassemblés dans l'entrée, observant la scène avec curiosité. Je sortis. L'air froid de décembre me gifla le visage. Derrière moi, Sylvie criait, Philippe vociférait. Dans le rétroviseur, je les vis sur le perron. Sylvie emmitouflée dans son châle, Philippe gesticulant. En rentrant, je rassemblai les affaires que je comptais laisser chez eux. Ma robe de chambre, ma brosse à dents, le livre que je voulais lire. J'avais prévu de rester dormir après le réveillon. Quelle naïveté! Le lendemain matin, l'esprit clair, j'appelai Henri Dubois, conseiller financier. Nous convînmes d'un rendez-vous l'après-midi même. À midi, on sonna. Sylvie, seule, les yeux rougis. Je peux entrer? Elle s'assit dans le salon, tripotant nerveusement son sac. Papa, je viens m'excuser. Ce qui s'est passé hier était inadmissible. Seulement Philippe était inadmissible. Elle baissa les yeux. J'ai eu tort aussi. Je n'aurais pas dû rire. Tu sais, Sylvie, ce n'est pas l'argent le problème. C'est le manque de respect, l'absence d'amour véritable. On traverse une période difficile financièrement. Philippe est stressé. Au point d'humilier ton père pour de l'argent. Elle resta silencieuse. J'ai appelé un conseiller financier. L'argent sera placé dans un fonds bloqué. Papa, réfléchis. On peut réparer notre relation. Les enfants peuvent venir te voir plus souvent. Pour que je ne vous déshérite pas. Elle rougit mais soutint mon regard. C'est important aussi. Mais pas seulement. Tu vois, Sylvie, tu me considères comme un distributeur automatique, pas comme ton père. La porte s'ouvrit brutalement. Philippe entra sans frapper. Assez de ces enfantillages, Marcel. Cet argent doit rester dans la famille. Il y restera. Avec moi. Vous êtes un vieil égoïste. Vous ne pensez qu'à vous. Et vous êtes un hypocrite qui ne pense qu'à l'argent. Marguerite aurait voulu que cet argent serve à sa fille et ses petits-enfants. Ne prononcez pas son nom. Vous ne la connaissiez même pas vraiment. Philippe serra les poings. Sylvie s'interposa. Partez maintenant. Ou j'appelle la police. Je composai le numéro.
Philippe recula. D'accord. Mais vous le regretterez, Marcel. Ils partirent en claquant la porte. L'après-midi, je rencontrai Henri Dubois. Efficace et professionnel, il organisa le transfert de fonds selon mes souhaits. En une semaine, tout serait finalisé. De retour chez moi, je ressentis un immense soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, je contrôlais ma destinée. Le lendemain, j'appelai mon vieil ami Robert. Nous n'avions pas parlé depuis un an. Marcel. Ça fait plaisir. Comment vas-tu? Nous parlâmes une heure. Robert proposa une partie de pêche le week-end suivant. Ensuite, j'appelai une entreprise de rénovation. Nouveau toit, nouvelle chaudière, salle de bain refaite. Tout ce que j'avais reporté pendant des années. Je m'inscrivis au club de jazz du Centre culturel d'Annecy. La première réunion fut passionnante. Éléanore, ancienne professeure de musique, m'invita prendre un café après la séance. Une semaine plus tard, Sylvie et Philippe revinrent. Ils s'excusèrent, promettant de changer. Je leur donnai une chance, mais à mes conditions. Pas de pression, pas de discussion financière. Sincère ou non, peu importait. Je continuais ma nouvelle vie. Sortie avec Robert, club de jazz, rénovation, voyage prévu. J'étais ouvert à une vraie relation familiale mais plus jamais au prix de ma dignité. Cette liberté valait tout l'or du monde. Libre des manipulations, libre de la culpabilité, libre des attentes des autres. Libre d'être moi-même. À 78 ans, je commençais enfin à vivre vraiment.